Je vous propose maintenant de passer aux échanges, questions et bien sûr réponses. Je ne sais pas si Madame le rapporteur, Monsieur le co-rapporteur avait des questions. Je prendrai ensuite Oui, une toute petite Monsieur question. Reichardt. Permettez-moi juste de rebondir sur votre dernière intervention. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre contre qui? Nous avons un État qui s'est autoproclamé, qui n'est pas reconnu. Nous avons un État qui, à la différence de tout ce qui s'est passé auparavant, a territorialisé son action. Où il y a un chef, où il y a des ministres, où il y a des délégués régionaux et des délégués locaux. Et cet État a revendiqué un acte de guerre, un casus belli, contre la France. Je ne parlerai pas d'autres pays, je ne prétends pas connaître d'autres pays. Et donc, qui a légitimé du point de vue du droit international public toute riposte venant de la France. Encore une fois, je ne parle que de la France, mais on pourrait parler d'autres pays. Donc, à partir de là, il faut savoir simplement le combattre, puisqu'il nous menace en plus et en sus de recommencer. Et qu'il appelle à cela, et qu'il utilise nos propres moyens. Alors, nos propres moyens pour faire sa propagande ou sa communication. On choisira le nom. Mais j'ai conscience également que nous sommes une république démocratique. Et donc qu'on a des difficultés, si nous voulons rester fidèles à nous-mêmes, de combattre cet État-là. C'est là où il faut que tout le monde s'y mette, main dans la main, pour trouver réellement une solution, pour trouver réellement un moyen de l'empêcher de nuire. Je ne dis pas l'empêcher d'agir, mais l'empêcher de nuire. Voilà. Madame Goulet. Oui, pardon. Après, j'ai déjà des demandes de questions. Oui, Monsieur Sfer, j'ai deux petites questions. Une qui va devenir rituelle. Est-ce que vous pensez que cette mission est une bonne initiative? La seconde, voilà. La seconde, c'est beaucoup plus, c'est un sujet beaucoup plus vaste puisque en réalité vous avez touché du doigt l'éducation, ou plutôt le manque d'éducation. Quelle serait votre première préconisation? Parce que notre mission a pour but de faire un point et essayer d'avoir des réponses à tant de questions qui se posent au quotidien dans les journaux, dans l'actualité, sur le halal, sur la laïcité, cette laïcité molle, dure, ouverture, pas ouverture, etc. Enfin, tous les sujets que nous abordons tous les jours dans l'actualité et dont finalement nous n'avons pas de réponse exacte. C'est la raison pour laquelle cette mission est montée. C'est pour que la représentation puisse avoir une idée un peu plus précise et des réponses. Donc, si vous aviez une première préconisation à faire pour cet islam de France et finalement que l'islam ait sa place dans la République ou que l'islam républicain ait sa place dans la République, qu'est-ce que vous auriez comme première préconisation Reconstruire la citoyenneté, madame. C'est-à-dire commencer à l'école. Tout commence à l'école. C'est à l'école qu'on découvre l'altérité. C'est à l'école qu'on découvre l'autre, le respect de l'autre dans son altérité tel qu'en lui-même, et non pas la tolérance. Revenons là aussi aux mots, ceux qui ont fait du latin, qu'ils reviennent au gaffio. Tolero, c'est supporter quelqu'un, c'est l'accepter, c'est se mettre quand même une marche au-dessus de l'autre. Comment voulez-vous respecter quelqu'un si vous ne le reconnaissez pas? Comme disait Saint-Ex, ta différence m'enrichit. Mais au contraire, si vous le reconnaissez comme votre miroir, et ce qui est formidable, comment pouvons-nous prétendre le reconnaître si on ne le connaît même pas? Qui d'entre nous a lu le Coran? Qui d'entre nous est capable de le mettre en perspective? Qui d'entre nous est capable d'enseigner ou de dire à ses enfants c'est quoi, comment? L'histoire, juste l'histoire. Si je me suis enfermé pour écrire un livre qui s'appelle Brève histoire de l'islam, c'est parce que le gouvernement, il y a quelque temps, avait demandé aux institutrices, aux hussardes de la République d'enseigner
l'histoire de l'islam sans même les former là-dessus. Les jetant dans l'arène, j'ai pensé à elle et je crois sincèrement que ça devient nécessaire et indispensable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est aujourd'hui essayer de les intégrer dans la population et non pas de continuer à les ghettoiser. J'ai une étudiante que j'accompagnais parce qu'on parlait de sa thèse à Saint-Denis, on descend du RER, elle me sort le voile de son sac. Je dis, qu'est-ce que tu me fais là? Il me dit, non, tranquillisez-vous, on passe devant 2 bandes. Si j'ai pas de voile, je vais me faire traiter par tous les noms. Et si je le voile, on va dire bonsoir ma sœur, et ils me seront passés, et mon père n'aura pas de problème de candidaton. On en est là. On en est là, c'est grave. Ça veut dire aussi qu'il y a plein de gosses qui ne vont pas à l'école. Il m'a semblé, peut-être que je me trompe, sincèrement je ne m'en souviens pas, que la famille aurait dû être punie. Mais ils ont démissionné les parents, ils ont démissionné les maîtres. Donc là, il faut aussi reprendre dès le début. Il faut reprendre dès le début à appliquer la loi républicaine. Je ne demande pas une sévérité. La laïcité, vous en parlez, madame. On n'est plus dans la situation de l'Église catholique omnipotente en 1905. La laïcité aujourd'hui doit être au contraire englobante, là où les religions censées relier, les ligarer, sont en train de délier les liens sociaux. Pourquoi? Parce que la laïcité doit être ouverte, généreuse et partagée, bien entendu. Mais elle est très simple, la laïcité. On se serre les neurones, pardonnez-moi mesdames, on se masturbe intellectuellement. Mais la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est la reconnaissance par cela que l'agnosticisme et l'athéisme sont des démarches de recherche ou de foi ou simplement de non-croyance. Et c'est parce qu'elle fait la différence entre la foi et la religion que la laïcité est englobante. La foi est une démarche de l'intime. La religion, c'est une organisation temporelle d'une communauté et qui implique un pouvoir. C'est ça, malheureusement, le drame. Dans toutes les religions, il y a un pouvoir, qu'il soit moral, qu'il soit réel, etc. Et vous dites l'islam de France, mais arrêtons, il n'y a pas des juifs de France, des musulmans de France, il y a des citoyens français de confession, bon Dieu, ça les regarde. Et sincèrement, ma foi ou ma non-foi ne regarde que moi. La laïcité est un tel trésor. Et croyez-moi, je viens d'un pays où, lorsque j'ai voulu inscrire ma fille, fière comme Artaban, il a fini par me dire, le pauvre préposé, es-tu chrétien, juif ou musulman? Je dis, mais ça ne te regarde pas. Il me dit, si, ça me regarde, c'est la loi. Et on s'est battu pour enlever la confession de la carte d'identité. Ça nous a pris quand même 27 ans. Donc, voilà, c'est un trésor qu'on est en train de brader. Et quand je vois ce qui s'est passé en 2015, combien de coups de boutoir elle a reçu, cette laïcité? Pardonnez-moi, je me passionne et je ne suis pas là pour ça. Madame, vous aviez... Très intéressant. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vous propose de prendre par groupe, et puis de façon à ce que vous puissiez répondre. Il y a Madame Keller, oui. Madame Keller, Monsieur Carucci et Monsieur Bonnecarrère. Et ensuite, je reprendrai une autre série. Madame Keller. Merci beaucoup, cher Monsieur Antoine Sfer. C'est un grand honneur pour nous de vous entendre et de vous entendre partager. C'est un grand honneur d'être devant des citoyens sénateurs comme vous et sénatrices. Donc c'est avec beaucoup de respect que je vais vous poser 3 questions. Alors la première sera liée à mon histoire, notre histoire, puisque nous sommes quelques-uns ici à vivre en terre concordataire, donc dans un régime napoléonien en fait un peu différent, où les relations entre l'Église, enfin, les églises, les religions et le pouvoir politique, la République, sont structurées et codifiées. Alors je vais le faire sur un point très particulier. On pourrait parler du dialogue interreligieux, de la connaissance de l'autre, mais nous avons la chance de vivre depuis de longues années une journée du patrimoine juif à l'initiative du Conseil de l'Europe, qui a été établie pour lever les ignorances de ce culte et le rejet qui était exprimé par beaucoup. Que penseriez-vous
d'une idée qui va peut-être dans le sens de ce que vous avez exprimé tout à l'heure, de la connaissance de l'autre, de la découverte, de la culture, qui pourrait être une journée alors de l'histoire des religions. Ça ne peut pas trop être une journée du patrimoine, parce que tous les cultes n'ont pas de patrimoine, notamment le culte musulman. Enfin, il est juste en émergence, mais une journée de connaissance mutuelle, de découverte. Très vite, madame, à cette question, ça prendra 30 secondes. J'ai été sollicité par une mairie des Hauts-de-Seine pour un lieu de culte. Je dis, ne faites pas un lieu de culte seulement. Faites à côté une salle culturelle également pour mettre en exergue précisément le patrimoine musulman, qu'il soit historique, qu'il soit simplement philosophique et autres, etc. Mettre en avant des gens qui ont porté de la lumière. Voilà. Et ça a très bien marché. Voilà. Bon. Donc ce que vous faites est formidable. Alors, juste un petit mot, quand vous parlez de dialogue interreligieux, ça me hérisse. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a deux personnes qui ont la foi, qui discutent, vous ne pouvez pas empêcher que l'un et l'autre veuillent convaincre l'autre. C'est normal, c'est humain. Mais si c'est un dialogue, de savoir comment tu vis ou comment tu pratiques et quel est ton culte, etc., c'est un dialogue interculturel. Ne mêlons pas les choses, ne brouillons pas les idées des gens. Il ne peut pas y avoir de véritable dialogue interreligieux, parce que si je ne suis pas croyant, je considère que ça ne me regarde pas. C'est en dehors de ma sphère. Donc, disons plutôt une sorte de curiosité interreligieuse. J'ai eu la chance de vivre dans un pays où à 14 ans, je draguais le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, les dimanches à l'église. Et ça m'a obligé à savoir à quoi croyait l'autre. Donc à la sortie des lieux de culte, l'autre n'était plus un étranger. J'avais deux autres questions plus institutionnelles. Le CFCM a été créé il y a 12 ans, 13 ans. Le CFCM et les CRCM, enfin simultanément, donc les conseils régionaux et le conseil national. On en connaît les limites. On considère aujourd'hui qu'ils ne représentent plus tout à fait la diversité des courants. Et puis moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à accepter, c'est que le droit de vote est lié au mètre carré, ce qui est une définition quand même très frustre des personnes, des fidèles. Est-ce que vous avez des pistes pour organiser ce qui pourrait être un lieu de coordination du culte, interlocuteur des pouvoirs publics, qui sont nécessaires pour traiter un nombre de problèmes de vie des musulmans dans notre pays, et puis organiser aussi le dialogue. Deuxième question. Quelle est votre analyse, sujet délicat, quelle est votre analyse de l'impact des financements étrangers des mosquées en France? Alors, il y a plein de pays qui financent. Peut-être deux cas importants. Que pensez-vous de l'influence et des modalités d'influence des financements saoudiens, qui sont quand même nombreux, et d'autre part des financements marocains? Je vous remercie. Je commencerai par la dernière, madame, si vous voulez bien. Les Marocains, le Maroc a une particularité. Il y a un commandeur des croyants. Certes, il n'existe que dans le Maroc, dans l'enceinte du pays, et ce qui lui donne d'autant plus d'importance à l'intérieur du pays. Mais je dois avouer que l'actuel roi s'est quand même fait un sacré prénom. Il a anticipé beaucoup de choses. C'est lui qui vient de hausser la voix au Parlement en leur disant « Je vous ai demandé de réfléchir sur une monarchie constitutionnelle et ça fait maintenant 8 mois que vous ne m'avez pas remis un rapport. » Le drame du Maroc, c'est que lorsque le gouvernement, dirigé par des islamistes légitimistes, ne l'oublions pas, enlève un bidonville autour des grandes villes, dans la semaine qui vient, un autre bidonville s'installe. C'est l'existence des lumpenprolétariats autour des grandes villes. Pardon d'utiliser un terme marxiste, mais j'en vois pas d'autre. Autour de ces grandes villes qui est un danger. Ce n'est pas actuellement les islamistes illégitimistes qui ont récolté 0,7% aux dernières élections.
L'impact de l'Arabie saoudite, oui, il est énorme. Mais il y a l'impact des Qataris également. Les Qataris et l'Arabie, le Qatar et l'Arabie sont les deux seuls pays qui pratiquent cette branche du sunnisme qu'on appelle le wahhabisme, qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, après le prophète, rien de nouveau. Ce sont les adeptes à la fois du salafisme et de l'islamisme, c'est-à-dire l'islamisation par le bas et par le haut. Sauf qu'en ayant financé l'État islamique autoproclamé terroriste, que je me refuse à appeler par son nom qu'il s'est donné lui-même, lui, en se faisant, en finançant cet État, ça a été l'arroseur arrosé, comme dans le problème du pétrole d'ailleurs, puisque actuellement, il y a des attentats en Arabie, surtout dans les grandes banlieues, faits par cet État autoproclamé. Le salafisme aujourd'hui est en train de croître parce qu'il est populaire. Il est avant tout populaire. Mais il est en train aussi d'être repoussé sur le terrain. Il est en train de perdre du terrain. L'impact de l'Arabie saoudite demeure intact par rapport au terrain, à la réalité, parce que aujourd'hui l'Arabie, et on passe malheureusement sur un plan géopolitique, l'Arabie se sent menacée par l'Iran, entourée par l'Iran, encerclée par l'Iran avec ce qui se passe au Yémen, et que l'Iran est devenu, grâce aux Américains, une puissance méditerranéenne, ne l'oublions pas, pour la première fois depuis plus de 6 siècles maintenant, et l'Iran est une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan, sur la mer Caspienne, ce qui aide beaucoup les Américains, sur la mer Caspienne, donc sur l'Asie centrale et sur le Caucase. L'Iran est devenu quasiment incontournable. Ce qui est en tout cas certain, c'est que l'Iran est le Vatican, pardonnez-moi cette comparaison osée, du chiisme, malgré leur faible nombre, et que l'Arabie saoudite n'est plus le Vatican du sunnisme, contesté par la Turquie, mais également par l'Égypte, ce qui est important. Alors, comment contrôler cela? Je crois qu'on avait réglé le problème avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui avait créé une fondation, qui devait contrôler, et ça ne marche pas. On va la ressusciter. Ça ne marche pas, mais on devrait pouvoir la faire marcher par une manière très simple, en utilisant la finance islamique. La finance islamique aujourd'hui nous donne le droit de contourner pour eux le problème des intérêts, mais oblige les banques à accompagner réellement l'individu et les entreprises dans leur développement à la fois économique et sur l'échelle sociale. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient demander un prêt, on ne lui demande pas quelles sont tes garanties, comme on fait en France. On lui dit, c'est quoi ton projet? Très bien, nous devenons partenaires avec toi. On prend la minorité, mais on devient partenaire. Tu as besoin d'une machine? Parfait. Cette machine, on te la vend en leasing, comme on dit en bon français, mais cette machine nous appartient tant que tu n'as pas payé toi-même son prix. On ne te demande pas d'intérêt là-dessus. Et en même temps, pour être sûr, notre garantie, c'est on prend un minimum d'action chez toi. Donc il y a des moyens, il y a d'autres moyens que la finance islamique nous donne pour contrôler ces fondations, ces dons et ces financements. Il faut que les banques acceptent d'être très sévères à l'égard de virements aussi gros que cela, parce qu'ils sont gros, et de les vérifier avant, alors qu'ils sont en train de contrôler des pauvres quidam, malheureusement, qui parfois se retrouvent un peu rejetés, tandis qu'avec ce genre de contrôle par toutes les banques, qu'elles soient islamiques ou pas, qu'elles soient occidentales ou pas, eh bien, ça permettrait de sérieusement contrôler ces virements et à ce moment-là, les mettre dans une sorte de SCI ou de société ou de fondation
comme l'avait imaginé le gouvernement dont je parlais tout à l'heure. On va poursuivre sur les questions. Monsieur Carucci. Oui, Monsieur Sfer, moi j'ai eu le bonheur de débattre avec vous sur des sujets plus généraux, mais vous êtes l'incarnation de la culture. Si. Sauf que le vrai problème, c'est que ce n'est pas le cas du problème que nous avons, nous, aujourd'hui. Vous avez parlé de la démission de l'école, vous avez parlé de la démission des parents, vous avez parlé de la démission de la République, de la démission de l'État, qui d'ailleurs, depuis 40 ans, s'est planté. Elle a totalement raté l'intégration et se retrouve aujourd'hui dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Nous avons 6, nous avons 7 millions de musulmans en France. C'est notre Ils ne sont pas tous les héritiers de Cordoue et du califat omeyyade. On ne peut pas dire. Et par conséquent, on a un vrai sujet. Est-ce que nous avons un modèle d'intégration ou d'assimilation qui fonctionne encore? Si c'est oui, il faut le prouver. Si c'est non, il faut le changer. Parce que par définition, on ne peut pas avoir 10% de la population française qui se considère comme n'appartenant pas à la nation française et que nous finissons par considérer comme n'étant pas intégrés dans la nation française. Oui, parfaitement. Il y a donc un vrai sujet. Comment on sort de la fracture? Alors, il y a des exemples, il y a des choses. Moi, je regardais, vous parliez tout à l'heure du Royaume du Maroc, avec lequel je ne cache pas mes liens. Non, pas de liens autres que affectifs et politiques. L'association des oulémas du Maroc a condamné l'extrémisme, a condamné le djihadisme et a pris un certain nombre de positions avec l'assentiment du roi. Le roi a fait inscrire dans la constitution marocaine le fait que le Maroc était aussi de tradition juive, d'apport chrétien, dans la constitution. Un symbole et un exemple. Je ne dis pas que c'est idéal, je ne dis pas que tout va bien, mais quand même. Mais en France, restons en France, ce qui choque beaucoup de gens, c'est le fait que, au moment des manifestations, après Charlie ou après les attentats du 13 novembre, il y a eu un certain nombre d'imams courageux qui ont pris des positions. Mais on a en même temps le sentiment, peut-être parce que non organisé ou mal organisé, l'ensemble de la communauté musulmane ne s'est pas mobilisé contre l'ensemble de ces attentats. On a eu un peu le sentiment que certains le faisaient, pas tous. Répondre parce que j'ai oublié de répondre à Mme Keller sur le CFCM. Je vais vous répondre très clairement. Aujourd'hui, vous avez pris l'exemple du Maroc, c'est vrai, on attendait la parité homme-femme de l'Algérie, elle est venue du Maroc. Et parce que lui est passé en force. Et lui est passé en force sans prendre en compte les oulémas. Il les a consultés parce qu'il est obligé de le faire, mais il n'a pas dit à la nation qu'est-ce qu'ils ont dit. Il a dit je le renvoie au gouvernement et au Parlement, et le Parlement l'a voté. Mais c'est un exemple, comme vous dites, très particulier à part. Aujourd'hui, les victimes de cet État autoproclamé sont avant tout les musulmans. Et la majorité silencieuse a peur. Je vous le jure, je les entends, je les vois. Je vais faire régulièrement des conférences dans les lycées parisiens et en province. En 2015, j'ai fait 143 conférences en province. Ça fait 2,5 à 3 par semaine. Je peux vous dire que parfois je le ressens. Mais je préfère ça maintenant aux médias, qui sont dans l'immédiateté la plus totale. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a encore des médias qui réfléchissent. Il y a encore des médias qui font des enquêtes, qui font des investigations. Et ça, c'est rassurant. Quand vous dites 10%, je crois qu'on est presque dans la vérité. Mais ça ne peut pas déséquilibrer un couple. Il faut que nous redevenions citoyens. Pas le gouvernement seulement, M. Carucci. Nous.
citoyenneté, c'est-à-dire celle qui englobe, celle qui transcende notre appartenance identitaire, communautaire et régionale. Or, c'est la réponse à Mme Keller, nous avons décidé, parce que nous sommes dogmatiques en France, qu'il fallait quelqu'un qui représente la communauté musulmane. C'est la seule qui n'accepte pas. Le prophète a dit, seuls ceux qui possèdent le savoir ont le droit d'interpréter. Donc il faut commencer par le savoir, pas être philosophe de Nietzsche, de Spinoza, de Hegel, de Heidegger, non, être juriste et théologien. Et ça, il y en a de moins en moins. Et notamment en France, bien entendu, il y en a. Mais comme ils sont dans le sens de l'histoire, on ne les interroge pas. Que de fois je suis interrogé par des collègues, des jeunes collègues, qui veulent que je leur présente des islamistes barbus qui insultent la France. Oui, ça fait vendre du papier, oui, ça hausse les audimat, je suis d'accord. Mais c'est aussi de l'irresponsabilité. Donc, redevenons citoyens. Le CFCM, Madame Keller, ne représente que lui-même, malheureusement. Je vous le promets. Alors, il représente que lui-même et une partie du courant algérien. Or, le courant algérien est en train de se retirer. Si vous voulez mon sentiment, dans 5 à 10 ans, le courant des citoyens français de confession musulmane le plus représentatif sera le marocain. Parce que le roi s'en occupe. Parce que le roi est intrusif là-dedans. Les Tunisiens vont plutôt être dans le côté loup solitaire, mais pas vraiment non plus dans un courant bien formé. Il y a un courant d'islamisme, c'est-à-dire l'UOIF, lui qui est dans tous les courants, lui qui a au début été très réformateur, qui aujourd'hui est dans la ligne des frères musulmans. Mais il y a aussi, il faut connaître les écoles juridiques et théologiques. Comme M. Karouchi parle du Maroc, c'est l'école malékite, on est en plein là-dedans. L'école malékite, c'est long à expliquer, c'est Mudaraba wa Musalaha, autrement dit, une sorte de libéralisme économico-financier outrancier, mais en même temps l'obligation d'assumer une solidarité à toute épreuve. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le bord du chemin, donc la solidarité. Il faut connaître l'école juridique et théologique, il faut connaître le courant d'idées et d'opinions islamistes auquel on appartient. Il faut connaître ensuite les courants salafistes, qui soient djihadistes, c'est-à-dire combattants ou pas, alors que djihad n'a jamais voulu dire guerre. Djihad veut dire effort, si on revient à l'étymologie. C'est pour ça que je parlais de collectivités territoriales locales, pour qu'on vienne partager. Moi, je fais des conférences dans les prisons tous les 2 mois. Les mecs me sortent des choses absolument aberrantes. Alors, c'est pour ça que j'ai un coran en arabe, un coran en français, dans les lycées. Je suis parti maintenant, on m'a embrigadé dans la réserve citoyenne des lycées. Je suis dans la réserve citoyenne de la marine. Alors, oui, imaginez-vous. Alors, bon, j'arrive quoi, j'ai parfois des nuits de 3 heures, donc, mais tant mieux. Ça veut dire que les gens ont besoin de comprendre. Les gens ont besoin aussi de redevenir citoyens. C'est formidable. Simplement, je crois que nous ne le sommes plus. Citoyen veut dire responsable de la cité. Moi, quand je suis arrivé, la France m'a dit, tiens, voilà les clés de la cité, tu es co-responsable. Ça veut dire, je suis ton votre égal. Parce que tous les deux, nous sommes co-responsables. Et ça veut dire que nous sommes solidaires. C'est ça notre modèle, c'est pas autre chose. Bien, j'avais deux questions. Prenez un micro parce que je suis sourd en plus. Non, il ne marche pas celui-là, il faut un micro avant. Il marche ? J'en ai vraiment juste pour 2 minutes. Je voudrais juste rebondir sur vous parlez de citoyenneté et du manque de citoyenneté chez les musulmans en France. Mais quand on sait qu'à certaines élections, il y a 50% d'abstention
des Français inscrits sur les listes électorales, donc ça ne compte même pas ceux qui ne sont pas inscrits. Le problème de citoyenneté n'est pas un problème des musulmans, c'est un problème en fait c'est un problème en France actuellement du manque d'engagement d'une majorité de Français. Et ça ne concerne pas uniquement les musulmans. Ensuite, je voulais juste dire une petite chose sur l'école. Vous parliez de l'éducation, qui est effectivement très importante. Mais la première chose qui serait importante de changer, c'est quand on se retrouve dans des écoles où nos camarades nous ressemblent, sont tous issus de l'immigration, habitent tous dans les mêmes quartiers. Comment on peut comprendre que la société française n'est pas uniquement constituée par des enfants issus de l'immigration? Ou de la politique du logement. Dans certaines cités marseillaises, vous avez des immeubles où il n'y a que des gitans. Parce qu'ils ont été rassemblés entre eux pour créer des leaders positifs et pour éviter les conflits. Vous avez des cités où il n'y a que des gens d'origine comorienne ou que des gens d'origine algérienne. Donc voilà, c'est aussi peut-être ça qu'il faudrait changer, sans parler forcément de l'islam. Alors j'avais deux collègues qui souhaitaient poser des questions. Madame Yonnet, Monsieur Amiel. Oui, trop de micro, tu le micro. Merci pour votre exposé qui était effectivement très brillant. Donc vous avez un peu rappelé l'historique des années 60 parce que c'est un peu oublié dans la tête de certaines personnes. Donc c'était bien de le faire parce que je l'avais dit la dernière fois. Et donc je me suis retrouvée un peu dans ce que vous avez dit. La question de reconstruire la citoyenneté. Bon, ça vient d'être dit par notre invitée de tout à l'heure, Madame Alouti. La vraie question, c'est que aussi en France, on oublie de le dire, on a permis l'installation d'écoles musulmanes, juives, et l'éducation nationale aussi finance quand elles sont reconnues, rentrant dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire un rattrapage ou pas, j'en sais rien, toujours est-il que c'est comme ça. Donc, l'éducation nationale, ce n'est pas que la République. On est bien au-delà. Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, je pense que c'est un territoire que vous devez connaître. Très bien. Voilà. Donc, on a beaucoup de nationalités, énormément même, et donc on a différentes dispositions. On a des Lubavitch, on a des musulmans, on a beaucoup d'écoles différentes en dehors de l'école publique. Parler de laïcité, c'est un peu compliqué. Je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'impression la banlieue, dans les années 60, était le réceptacle de l'arrière-ban. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était quand même un peu ça. Et donc, on a accueilli toutes les populations qui venaient dans nos banlieues. Et donc, aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, elles ont peur. C'est toutes ces générations que nous avons accueillies. Y a-t-il pas, dans la reconnaissance de la citoyenneté, et ça a été dit, beaucoup de gens ne votent pas. Moi, je vois sur ma ville, c'est 73% de 25 000 inscrits qui ne votent pas. Ça donne une idée des élections et de la représentativité des élus de la République. Donc, c'est un vrai problème, et je ne pense pas que ça passe par là. Je pense qu'on est sur autre chose, sur quelque chose qui est beaucoup plus profond et, comment dire, on a parlé à un moment donné, et là je suis de gauche, mais je vais le dire quand même, touche pas à mon pote. Première génération, deuxième génération, enfants issus de. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces mots qu'on a placés les uns derrière les autres, aujourd'hui... J'ai parlé de ghettoisation, madame. Oui. On est en plein dedans. Voilà. Mais tout à fait, vous avez raison. Mais je ne crois pas que rebâtir la citoyenneté ne les intéresse pas. Il faut les responsabiliser. Et quand il y a eu ce qu'on a appelé très pompeusement des émeutes en 2005, si vous en souvenez. Je m'en souviens, oui. J'ai été passer 3 semaines dans les 3 villes les plus chaudes à ce moment-là. Et on avait un ministre de l'Intérieur qui nous a parlé de leur envoyer à ces jeunes les grands frères.
les grands frères étant les frères musulmans essentiellement, et les jeunes disaient mais on n'en veut pas. Et un jour, que j'étais en train de discuter avec eux, tout d'abord, j'ai oublié de rappeler quand même, mais je crois que ma consoeur le confirmera, c'est que le drame des musulmans en France, c'est qu'ils ne connaissent pas l'islam et qu'ils ne connaissent pas la langue arabe, qui est la langue liturgique de l'islam. Et ça, c'est grave. Et donc, j'ai été les voir. Et il y en a un qui était plus âgé que les autres, et qui avait 16 ans, qui m'a dit, mais attendez, monsieur, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Et j'étais à côté de la plaque, il a raison. Nous ne voulons pas être différents. Nous voulons être des Français comme vous. Nous avons démissionné nos parents, nous avons démissionné nos maîtres. C'est notre faute. Maintenant, comment redevenir comme vous? C'est ça la difficulté. Et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire l'intégration et non pas l'assimilation. Loin de là. Quand vous parlez des écoles confessionnelles, madame, Dieu sait que j'en viens. Dieu sait que pour ne pas les mettre dans une école confessionnelle, j'ai mis mes filles à l'alsacienne, qui est normalement laïque. Mais je les ai mises dans une école privée. Mais on m'a fait, en 84, on m'a fait manifester pour l'école libre. Sous-entendu que l'autre ne l'était pas. C'était la plus formidable opération de communication à laquelle j'ai assisté et j'étais convaincu. J'ai manifesté, j'ai battu le pavé. Et aujourd'hui, je suis de plus en plus pour qu'on reparle non pas de l'éducation nationale, mais de l'instruction publique, de Jules Ferry et du Père Combes et de tout cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'en refaire des écoles d'excellence de la République qui ont essaimé dans le monde entier à travers l'Alliance française et la mission laïque, dont on a commencé à rogner les ailes pour des petites économies de chandelle du budget. Et je trouve que c'est certainement, avec la défense et la sécurité, la santé et les affaires sociales, certainement ces ministères qui doivent voir leur budget triplé, parce que tout commence à l'école, encore une fois, et de nouveau. Si j'ai les moyens de payer à mes enfants l'école privée, que j'ai envie de le faire, et de les mettre chez les bons pères, chez les bons frères, chez les bonnes sœurs, ça me regarde. Mais je paye plein pot. Oui, il faut préciser que quand même dans les écoles privées en France, elles sont surtout catholiques. Bien entendu, 90% sont catholiques. D'accord. On est bien d'accord. Juste une question, comment redonner de la citoyenneté donc à nos frères musulmans? Puisque de ce que vous dites, c'est vraiment reprendre la citoyenneté, mais il n'y a pas que pour eux, il y a aussi pour les autres. Mais madame, il y a une loi républicaine. Il y a une perdition. Et comment on pourrait faire? Alors, vous avez parlé d'altérité. Sujet très intéressant. Je me souviens que moi, dans ma ville, on avait un maire adjoint qui s'occupait de l'altérité et qui a fait quelque chose de très brillant. Comment remettre en place les rythmes scolaires pour des enfants qui sont en échec scolaire, mais qui pourraient apprendre de la musique, du dessin, du théâtre. Ah, mais moi, j'ai votre solution, madame. Dans certaines villes ont été supprimées. J'ai votre solution, c'est très simple. Non, mais pour tirer tout le monde vers le haut. Non, mais bien entendu. Voilà. Moi, j'ai votre solution. Il y a un exemple en Europe que j'ai été visiter, parce que j'ai été passé quelque temps. On fait 10 campus universitaires dans les 10 plus grandes villes. On fera 10 autres ensuite. Chaque campus universitaire, donc pensionnat, internat et tout, etc., coûte 150 millions d'euros. Ça fait un budget pour l'État d'1 milliard et demi. C'est tout. D'accord? Vous recevez là énormément d'étudiants, à peu près 200, professionnels, musiciens, arts, mais également fraiseurs, zingueurs et tout, etc. Les professeurs viennent des entreprises, de BTP, d'ébénisterie et tout, etc. Et à ce moment-là, au bout de 3 ans, vous avez un minimum de 85% de CDI. Mais ça, c'est le citoyen qui parle. Je ne suis pas expert.
C'est aux Pays-Bas. Et je l'ai visité et j'ai enseigné là-bas à ceux qui voulaient tout simplement devenir traducteurs. Donc, j'ai enseigné le français et l'arabe aussi. Donc, voilà, c'est des idées, mais qui méritent d'être creusées peut-être. Voilà. Vous parlez surtout d'un milieu défavorisé. On va pas seulement, au contraire, puisqu'ils rentrent en CDI dans les entreprises par leurs professeurs. 85% des élèves. 15%. 57% d'échecs scolaires dans nos villes. Ici, oui. Mais je vous dis, avec ça, essayez et vous verrez. Alors, je vous propose de... Nous sommes obligés à un moment donné d'arrêter, mais il y avait encore une question, et ce sera la dernière de la part de M. Amiel. Je vais essayer de la poser très, très brièvement. En fait, c'est plutôt une question d'histoire des religions pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bon, les religions, toutes les religions, en tout cas, en particulier les religions révélées, me semble-t-il, n'ont pas toujours véhiculé des valeurs de tolérance. Et au fil de l'histoire, il s'est passé bien des choses. Bon. Il y a eu le siècle des Lumières. Il y a eu d'ailleurs un islam des Lumières ô combien brillant et qui a véhiculé des choses admirables. Comment expliquez-vous dans l'évolution de cette religion que ce soit l'islam aujourd'hui qui pose problème? Parce que finalement, c'est ça. Vous avez récapitulé tout à l'heure tout ce qui s'est passé en France. Elle a 7 ans de décalage, cette religion. Vous pensez que c'est vraiment la question du décalage? On parle de 622 années de l'Hégire. Monsieur, voilà. Monsieur le sénateur, j'aurais été très probablement juif et musulman à la prise de Jérusalem en 1095 et 99 par les croisés. J'aurais été certainement orthodoxe grec lorsque les catholiques ont fait le sac de Constantinople. Et aujourd'hui, je prie pour que Dieu tue les religions pour sauver la foi. C'est tout. Et je crois que tout le monde est en train d'instrumentaliser les religions. Ils sont dans leur rôle. Et nous, républicains, laïcs et citoyens, notre rôle est précisément de sauvegarder, non pas une énième religion que serait la laïcité, mais précisément cette laïcité englobante qui permette à tout le monde, à tous les citoyens, les responsables de la cité, non pas de vivre ensemble, je suis obligé de vivre avec mon voisin, mais que dès l'école, j'ai envie de vouloir vivre ensemble. Il manque le vouloir, auquel je tiens beaucoup. Je vous remercie et pardonnez ma passion. N'oubliez pas que je suis un Levantin et je n'ai pas encore perdu mon levantinisme. Voilà, merci. Une toute dernière question. Oui, on n'arrive pas à vous laisser partir. Non, on ne va pas vous laisser partir, monsieur Serre. Oui, j'avais une question, parce que ça fait quand même longtemps que nous travaillons sur ces questions. La rupture du lien citoyen, bon, ça, on en vient d'en reparler. Bon. Vous avez parlé de la classe politique. Bon, on a le problème de l'exemplarité de la classe politique aussi, qui ne donne pas forcément envie non plus d'être... Moi, j'ai une question très précise sur cette rupture du lien citoyen qui fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne se sentent pas représentés du tout. Hein, ou très peu, ou en tous les cas, pas associés à la vie de la cité. Alors, j'ai une question très claire. Qu'est-ce que vous pensez des statistiques ethniques ? Statistiques ethniques. Oui, parce qu'on a Esther Benbassa avec Jean-René Le Cerf dans cette maison pondu à un rapport sur les statistiques ethniques qui sont un outil anti-discrimination, parce qu'on a aussi ce sentiment de discrimination. Je vous donne votre avis. Alors je veux le donner très sincèrement à celui du citoyen que je suis. Je n'approuve pas, dans la mesure où aujourd'hui, je veux parler mon rôle à moi, c'est de former des citoyens. Mon rôle à moi en tant que président d'une université, mon rôle à moi en tant que directeur de la rédaction de Cahiers de l'Orient, mon rôle à moi en tant que citoyen, c'est de former des citoyens. Alors à partir de là, je m'en fous qu'ils soient blonds, rouges, blancs, je m'en fous qu'ils soient musulmans, bantoustanais, etc. Ça ne me regarde pas.
Et à partir du moment où je crois dans ce modèle républicain dont on parlait avec M. Karouchi, je ne peux pas accepter qu'on fasse des... Comme par exemple, c'était quoi le truc positif là ? La discrimination positive. Mais je ne sais pas, on marche sur la tête. Aujourd'hui, qu'elle soit discriminatoire ou pas, il ne s'agit pas de positif ou pas. Il s'agit simplement d'être aujourd'hui citoyen français. Voilà, c'est tout. Merci de votre éclairage. Merci. On en a Merci besoin. beaucoup. Merci. Merci encore.